Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo portant sur le programme d'histoire de la classe de 5e. Nous allons traiter aujourd'hui le deuxième thème du programme, Société, Église et pouvoir politique dans l'Occident féodal au XIe-XVe siècle. Après avoir travaillé sur la domination des seigneurs dans les campagnes et le développement des villes, nous allons étudier l'affirmation de l'État monarchique dans le royaume de France entre le XIe et le XVe siècle. Pour faire simple, nous allons voir comment le roi consolide son pouvoir et organise le royaume de France au cours de ces 5 siècles. Pour rappel, nous avons vu au cours des précédents chapitres que ces 5 siècles sont marqués par une importante croissance démographique qui pousse les hommes à développer leurs activités agricoles partout dans les campagnes. Ces campagnes sont dominées par les seigneurs qui tiennent leur pouvoir d'une délégation d'autorité d'un seigneur plus important qu'eux, c'est ce que l'on appelle la féodalité. Au début de la période étudiée, ce système féodal existait aussi dans les villes, mais progressivement les urbains obtiennent des droits supplémentaires et deviennent un peu plus libres. Toutefois, les conseils de communes, symboles de cette liberté, sont progressivement captés par les bourgeois marchands qui dominent ces villes. Ce que nous n'avons pas étudié jusque-là, c'est l'autorité du roi et la manière dont il exerce son pouvoir sur son royaume. Eh bien, c'est ce que nous allons faire dans ce chapitre. La problématique qui va nous guider dans ce cours est la suivante. Comment est-ce que l'État monarchique se renforce-t-il en France au cours de la deuxième moitié du Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le XIe et le XVe siècle ? Afin de répondre à cette interrogation, nous allons étudier chronologiquement, c'est-à-dire en respectant l'ordre du temps, différents moments de l'histoire du royaume de France. Dans un premier temps, nous étudierons les premiers rois capétiens, puis dans un second temps, nous étudierons les XIIe, XIIIe siècles comme moment de naissance de l'État, et enfin, nous verrons que le XIVe ainsi que le XVe siècle sont le moment où l'État et le roi renforcent leur pouvoir. Grand 1. Les premiers capétiens, un pouvoir royal limité, Xe, XIe siècle. Le point de départ de notre cours sur l'histoire de l'État au Moyen-Âge est l'an 987. Hugues Capet, alors duc de France, c'est-à-dire un grand seigneur du royaume, est élu roi par les autres grands seigneurs, mais son pouvoir est faible. Il est élu par d'autres seigneurs et son autorité se limite au domaine royal, c'est-à-dire les terres qu'il possède directement. En 987, ce domaine royal est limité à un espace correspondant à l'Île-de-France actuelle. Le reste du royaume est dominé par ces grands seigneurs qui l'ont élu. Son pouvoir ne s'applique donc pas partout dans son royaume, même si tous les seigneurs lui sont soumis. À sa mort en 996, Hugues Capet parvient à transmettre le pouvoir royal à son fils, qui l'a transmis à son tour à son fils. On peut donc dire que le règne d'Hugues Capet marque le début de ce que l'on appelle la dynastie capétienne. Nous avons déjà vu quelques dynasties cette année, les Carolingiens en Europe occidentale au IXe siècle, ainsi que les Abbassides et les Omeyyades lorsque nous avons parlé de l'islam et de ses califats. Une dynastie, c'est une succession de dirigeants d'une même famille. Pour parvenir à transmettre leur pouvoir de père en fils, les Capétiens s'appuient sur deux atouts de leur pouvoir, le sacre et la féodalité. Le sacre, c'est la cérémonie qui donne une dimension religieuse au pouvoir du roi. Au cours du sacre, le roi est oint du Saint-Crème, l'huile sainte, par un évêque, puis les seigneurs lui remettent ses insignes royaux. Ces insignes sont ses habits, sa couronne, mais aussi son sceptre et son épée. Le fait d'oindre les rois lors du sacre remonte au baptême de Clovis en 494. La légende raconte que lorsqu'il s'est converti au christianisme, le Saint-Crème, c'est-à-dire l'huile sainte utilisée, aurait été apporté par une colombe. Cet événement est interprété comme un signe divin. En faisant l'action d'oindre le roi, l'Église, par la main de l'évêque, fait de lui l'élu de Dieu. Sur les représentations du sacre du Capet, vous pouvez voir les origines des deux pouvoirs du roi. Tout d'abord, situons le roi. Il est au centre de l'image, sur son trône, avec un manteau aux couleurs du royaume, avec un sceptre, et surtout avec sa couronne qui est tenue par deux hommes. Ces deux hommes représentent les deux corps de la société qui font les rois. L'Église et les grands seigneurs. À gauche, ce sont les grands seigneurs, reconnaissables à leur robe. À droite, c'est l'Église, emmenée par l'évêque, distinguable grâce à leur coiffe en plus de leur robe. Le deuxième atout employé par les Capétiens, c'est la féodalité. Pour rappel, le roi est supposé être le seigneur de tous les autres seigneurs du royaume. Les vassaux du roi sont soumis aux mêmes règles que les autres vassaux, c'est-à-dire le droit féodal. Le roi peut donc saisir les terres des grands seigneurs qui ne respecteraient pas les règles. Ces seigneurs qui ne respectent pas les règles sont appelés des vassaux félons. Au cours des Xe et XIe siècles, les Capétiens étendent leur domaine royal par le mariage, grâce à divers héritages et surtout grâce à la guerre. Par exemple, Philippe Auguste s'est emparé des terres d'un de ses grands seigneurs, Jean, en l'accusant de ne pas respecter ses consignes. Ce fameux Jean, que l'on appelle aujourd'hui Jean sans terre, était également roi d'Angleterre. Cette situation où un roi est vassal d'un autre est possible car le roi d'Angleterre possédait des fiefs dans le royaume de France, il était donc le vassal de Philippe Auguste. Bien évidemment, Jean, désormais sans terre, a cherché à récupérer ses fiefs contre le roi de France. Pour cela, il s'est allié à d'autres vassaux et à des nobles étrangers qui voulaient récupérer des terres dans le royaume de France. On peut citer ses alliés les plus connus comme Othon, alors empereur germain, ou encore Ferrand, le comte de Flandre. Cette coalition d'ennemis du roi de France l'a affronté en 1214 à Bouvines, dans le nord de la France actuelle. Cette bataille devient un mythe de l'histoire de France car elle est utilisée par Philippe Auguste pour renforcer son pouvoir symbolique. En effet, il présente sa victoire comme un jugement de Dieu et il se sert de cette idée pour se présenter à nouveau comme l'élu de Dieu, renforçant un peu plus son influence. Grand 2. Le royaume de France au XIIe-XIIIe siècle, la naissance d'un État. À la mort de Philippe Auguste en 1223, nous pouvons constater que le pouvoir du roi s'étend sur un espace beaucoup plus grand qu'au début de son règne. Il a considérablement étendu le domaine royal et donc les espaces où s'exerce son autorité. Mais quelle est la raison de cette évolution ?
Tout d'abord, Philippe Auguste a fait de Paris la ville centrale de son pouvoir, une vraie capitale. Nous l'avons vu au cours du chapitre précédent, il fortifie la ville et il organise son pouvoir en son sein. L'île de la Cité devient le centre de son administration. Ces deux pouvoirs sont incarnés sur l'île par deux bâtiments existant toujours. Le premier, c'est le palais de la Cité, le palais du roi. Le roi y réside, mais surtout il fait fonctionner le royaume. Ce bâtiment est le symbole du pouvoir politique du roi. Nous pouvons y trouver également la Sainte-Chapelle, qui accueillait les reliques religieuses les plus importantes du royaume, et aujourd'hui ce palais de la Cité n'existe plus en tant que tel. Au fil de l'histoire de la ville de Paris, il a été divisé et réemployé pour d'autres pratiques. Actuellement, il abrite notamment le palais de la Conciergerie, célèbre prison de la Révolution française, et le palais de la Justice de l'île de la Cité. Le deuxième bâtiment majeur aux yeux des Parisiens médiévaux, qui révèle la grandeur du pouvoir religieux du roi, c'est bien évidemment la cathédrale Notre-Dame qui domine tout le paysage parisien par sa taille. Cependant, sa longue construction, avec plus de 180 années nécessaires, n'en fait pas un bâtiment clé du règne de Philippe Auguste, mais l'intention de la construire à proximité du palais royal est à noter. Dans le but de visualiser les bâtiments dont je vous parle, je vous mets en description, ainsi que dans les fiches en haut à droite, quelques liens vers des vidéos du Centre des Monuments Nationaux. Le choix de centraliser le pouvoir du roi à Paris pousse Philippe Auguste à trouver des solutions pour gouverner les campagnes. C'est pourquoi en 1190, il crée les baillis et les sénéchaux. Ces deux noms désignent un même métier. La différence est que les baillis pratiquent leur métier au nord et les sénéchaux au sud. Ce métier, on pourrait le définir comme administrateur dans les provinces du royaume. Ils représentent le roi dans les campagnes et sont chargés de rendre la justice localement. Ils prennent les plaintes plus importantes pour les faire remonter à Paris et règlent les petites affaires eux-mêmes. Ils doivent aussi lever les impôts ainsi que l'armée au nom du roi. Ces administrateurs ne font pas ce qu'ils veulent. Ils doivent rendre des comptes au roi ainsi qu'au Parlement de Paris et s'ils dépassent leurs droits, ils peuvent être jugés directement par le roi. Les baillis et les sénéchaux représentent le roi partout dans son royaume dès 1190, mais le roi n'est pas présent physiquement dans les provinces. Pour combler ce manque, en 1263, Louis IX fait le choix de créer une monnaie unique à tout le royaume, l'écu. Avant cette date, les monnaies étaient frappées par les grands seigneurs locaux qui la faisaient souvent frapper à leur image, comme le montre cette monnaie du XIIIe siècle, frappée à l'image d'Alphonse de France, qui était le seigneur d'un fief s'étalant entre Toulouse et Poitiers. Dès 1263, l'écu représente le roi et rappelle les symboles du royaume de France. Nous pouvons y trouver les symboles comme la fleur de lys, mais surtout nous pouvons trouver une phrase destinée à tous les habitants du royaume, « Louis par la grâce de Dieu, roi des Francs ». Cela permet de rappeler à tous les lecteurs de cette phrase que le roi de France, c'est Louis. Cette méthode de représentation n'est pas nouvelle. Rappelez-vous l'Empire carolingien et le califat abbasside au début de l'année, ainsi que ce que vous avez vu sur les Grecs et les Romains dans l'Antiquité l'an dernier. Les souverains frappent une monnaie à leur effigie pour se mettre en avant en diffusant leur image et donc asseoir leur autorité jusqu'aux limites du royaume où le roi ne peut pas être présent physiquement. D'une certaine manière, le roi et le royaume sont donc présents partout et en 1314, Philippe le Bel convoque tous les grands seigneurs du royaume ainsi que les grands bourgeois des villes et l'église à Paris. Ce sont les premiers états généraux. Lors de cette réunion des hommes importants du royaume, les seigneurs acceptent de payer un impôt supplémentaire au roi pour financer la guerre de Flandre. Indirectement, c'est aussi un moyen pour le roi de rappeler son autorité sur ces personnes. Il est intéressant de noter en lien avec le chapitre sur les villes que les bourgeois sont invités. L'opinion des commerçants est donc prise en compte par le roi qui à cette occasion concède à certaines villes de ne pas payer d'impôts, confirmant d'une certaine manière la liberté prise par ces villes vis-à-vis de la féodalité. Les XIIe et XIIIe siècles semblent bien être le moment où le royaume de France est devenu un État avec un E majuscule. En effet, le roi gouverne sur toute une population et un territoire délimité avec des frontières, et ce avec l'aide d'institutions comme le Parlement de Paris qui lui permettent de diriger et gouverner l'ensemble des sujets. Cela correspond bien à la définition que l'on fait d'un État, avec un E majuscule. Grand 3. Crise et renforcement du pouvoir royal au XIVe, XVe siècle. L'autorité du roi de France sur ces sujets est très bien illustrée par cette enluminure du XIVe siècle. Sur cette représentation, nous pouvons voir Édouard III, alors roi d'Angleterre, se soumettre à Philippe VI de Valois, roi de France. Cette scène étrange, datant de 1329, a la même explication que l'histoire de Jean sans Terre, un siècle auparavant. C'est la féodalité. Le roi d'Angleterre était un grand seigneur du roi de France, il est donc un de ses vassaux. La grande différence avec le siècle précédent, c'est l'origine de cette soumission. En effet, Philippe est fait roi de France à la place d'Édouard d'Angleterre, qui était pourtant le premier dans l'ordre de succession du royaume. Cette histoire vous a été présentée dans votre cours par Jean de Venette, qui expliquait qu'Édouard a été écarté au profit de Philippe, car il était roi d'Angleterre, et que les grands seigneurs du royaume de France ne se voyaient pas être dirigés par un roi anglais. Le royaume est en pleine crise dynastique. Les seigneurs devaient décider qui doit succéder au roi, et la manière dont a été réglée cette crise marque le début d'une longue instabilité du royaume de France, et marque surtout le début de la guerre la plus connue du Moyen-Âge, la guerre de 100 ans. Cette guerre prend racine dans une lutte entre deux seigneurs, Philippe et Édouard. Mais cette lutte entre seigneurs, pour une même couronne, ouvre sur une guerre entre deux États, le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Cette guerre dure dans le temps, elle démarre en 1337 et s'achève en 1453. Ces 116 années ne sont pas celles d'une guerre permanente. Il y a des moments très importants et d'autres plus anecdotiques pour notre histoire de l'État. Nous allons ici nous concentrer sur quelques moments clés de cette lutte entre Capétiens et Plantagenets, du nom de la dynastie au pouvoir en Angleterre. Notre premier moment clé, c'est la bataille de Crécy dans le nord de la France en 1346. L'aspect militaire ne nous intéresse pas ici, nous allons nous concentrer sur la représentation de cette bataille. Nous pouvons voir des hommes se battre, mais nous pouvons surtout observer le blason du roi d'Angleterre. Nous pouvons voir qu'il mélange les armoiries des deux royaumes. La fleur de lys,
pour la France et les lions pour l'Angleterre. Ce choix montre la revendication d'Édouard sur le royaume de France. Il se présente comme roi des deux royaumes. Ce type de mélange d'armoiries est visible également sur les nobles d'or, la monnaie anglaise, diffusée dans le royaume d'Angleterre et diffusée dans les territoires français conquis par Édouard. Si l'on reprend ce que l'on a évoqué dans la deuxième partie du cours, ce choix lui permet de se revendiquer comme roi des deux royaumes et de se présenter comme tel partout dans ses territoires. Notre deuxième moment clé, c'est le tournant majeur de la guerre de Cent Ans. Il a lieu en 1415 à Azincourt. C'est une bataille où l'armée anglaise écrase l'armée française. Le roi de France, Charles VI, est vaincu et accepte les conditions de paix imposées par Henri V, le roi d'Angleterre. Cette paix est actée en 1420 avec le traité de Troyes, et dans ce traité, le roi de France fait son testament. Il donne son titre de roi au roi d'Angleterre et le fait de son fils, Charles VII, un ennemi du royaume. Pour acter cette décision et respecter les règles dynastiques de transmission du pouvoir royal, il marie sa fille, Catherine, à Henri V. C'est alors qu'entre en jeu un nouveau protagoniste, ou devrais-je dire, une nouvelle protagoniste, Jeanne d'Arc. Nous n'allons pas entrer dans le détail du mythe et de la réalité autour du personnage de Jeanne, qui a une vie extrêmement romancée après sa mort, et ce dans le but de la rendre toujours plus influente dans la guerre. Toutefois, son histoire et celle de Charles VII montrent bien le fonctionnement de tout ce qui a été évoqué précédemment dans ce cours, et vous allez voir que Charles VII, avec l'aide de Jeanne, réemploie tous les éléments qui font la figure royale pour redevenir roi de France. Tout d'abord, il convient de présenter Jeanne d'Arc. Elle est née vers 1412 à Domrémy, un village de l'est de la France. Elle affirme devant ses juges anglais avoir entendu des voix à l'âge de 13 ans. Elle dit que ce sont des saintes qui lui ont parlé et elle se tourne alors vers la religion. Au début de l'année 1429, elle aurait entendu davantage de voix qui l'auraient poussée à rejoindre la cour du roi déchu à Chinon dans la Loire. Elle traverse donc le royaume et en février 1429, elle rencontre Charles VII. Un mois plus tard, elle fait le siège d'Orléans pour lui. La bataille est gagnée par les partisans de Charles VII. Là encore, l'implication de Jeanne dans la bataille est mythifiée, comme l'illustre cette représentation de Jules Le Neuveveux, peintre chargé de décorer le Panthéon à Paris au XIXe siècle, qui fait le choix de la représenter en chef de guerre. Faire ce choix n'est pas anodin. La présenter comme une chef militaire, c'est un moyen de grandir son histoire dans un bâtiment dédié aux grands hommes et aujourd'hui aux grandes femmes de la nation. Et grandir l'histoire de Jeanne, c'est un moyen de grandir l'histoire de France. Comme pour les autres monuments évoqués, si vous voulez imaginer plus précisément le Panthéon, je vous mets en fiche en haut à droite une courte vidéo du Centre des Monuments Nationaux. La victoire à Orléans lance ce que les historiens appellent la chevauchée vers Reims, la ville traditionnelle du sacre des rois de France. Charles, accompagné de son armée et de Jeanne, organise la résistance autour de lui, et de nombreuses villes se rendent à lui. On peut citer les exemples de Troyes ou de Châlons en Champagne. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré à Reims au cours d'une cérémonie très discrète. Mais l'important est qu'il soit oint, pour ses contemporains, le symbole religieux est là. Il est roi de France car il est choisi par Dieu grâce à l'onction. Ce moment du sacre marque le début de la fin pour Jeanne d'Arc. Elle échoue à prendre Paris, puis en 1430, elle est capturée par les Bourguignons, des alliés du roi d'Angleterre, à qui ils vendent Jeanne. Elle est emprisonnée et jugée à Rouen par les Anglais en 1431. Accusée d'avoir inventé les voix qu'elle a entendues, elle est mise au bûcher la même année. Toutefois, sa mort ne marque pas la fin de la guerre. Elle a contribué à mobiliser la résistance autour de Charles, et celui-ci est sacré. Il est donc légitime à être roi de France. Il poursuit sa guerre jusqu'en 1453 et la bataille de Castillon en Aquitaine. Cette bataille est la dernière de la guerre. Elle marque la victoire du royaume de France et les alliés du roi d'Angleterre l'abandonnent et rejoignent le camp de Charles VII. Henri VI, le roi anglais, s'avoue vaincu et reconnaît Charles VII en tant que roi. Il abandonne donc toute revendication sur la couronne de France. Au sortir de la guerre, nous pouvons dire que Charles VII a agrandi le domaine royal et autorité sur tout le royaume. Il est beaucoup plus puissant que les premiers Capétiens. Cette carte le montre bien, le domaine royal, autrefois concentré à l'île de France, représente en 1453 la quasi-entièreté du royaume. Malgré la crise dynastique et la politique qui a mené à la guerre de Cent Ans, Charles VII a su tirer profit de la guerre pour renforcer son pouvoir et construire un état fort. Il s'est servi de la guerre pour créer une armée professionnelle et il s'est doté d'une artillerie lourde. Pour financer cette armée et ses équipements, il se repose sur l'impôt, auquel se soumettent à nouveau les seigneurs et les bourgeois urbains, preuve de sa domination sur le royaume entier. Nous pouvons donc conclure ce cours en disant qu'au cours de ces 5 siècles, le pouvoir des rois français s'est considérablement renforcé, et ce malgré les nombreuses guerres et crises rencontrées. Ce qu'il faut retenir, c'est que la figure royale, contestée en 987, est devenue en 5 siècles une figure avec une autorité forte et établie sur tout le territoire. Et au cours de cette période s'est construit un véritable État, avec des frontières plus grandes, un peuple plus important, sur lesquels le roi a autorité grâce aux institutions mises en place au fil du temps. Nous en avons donc terminé ici pour ce cours, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une agréable journée et à très vite.